Dans cette première partie, je vais faire d'abord un tour le plus complet possible de ce qui se fait classiquement pour lutter contre le frelon asiatique, avec ce qui marche et ce qui ne marche pas, sans avoir la prétention d'être exhaustif, ni de parler de toutes les méthodes et astuces, parfois farfelues, que l'on peut trouver sur le web. J'aborderai d'abord succinctement la biologie de ce prédateur, puis comment le piéger et le détruire. Dans la deuxième partie, que vous pouvez trouver aussi sur YouTube, je parlerai des prototypes que j'ai inventés et testés pour essayer d'empêcher le vol stationnaire des frelons. Prototypes qui ont montré leur efficacité et que l'on peut construire soi-même à peu de frais. Je parlerai aussi d'autres astuces que l'on peut mettre en pratique facilement pour diminuer la prédation en vol stationnaire. Depuis que j'ai repris les abeilles en 2011, j'ai constaté que je n'avais pratiquement pas de prédation par les frelons, contrairement à des apiculteurs qui sont sur la même commune que moi, même s'il y en avait un de temps en temps devant mes ruches. En 2015, malgré la présence d'un gros nid de frelons, perché à 20 mètres de hauteur et à moins de 100 mètres de mes ruches à vol d'oiseau, je n'avais pas de frelons en vol stationnaire en train d'agresser mes abeilles. J'ai émis alors l'hypothèse que comme j'avais des fourmis sur le toit de mes ruches, celles-ci dégageraient peut-être l'odeur d'acide formique qui répulserait les frelons. J'ai pris en contact avec des biologistes spécialisés fourmis, qui après avoir vu des photos de fourmis que j'avais, m'ont dit que ces fourmis ne sécrétaient pas d'acide formique, mais par contre qu'elles sécrétaient d'autres substances sécrétées peut-être répulsives par rapport aux frelons. Mais il y en a tellement que ce serait impossible de toutes les tester séparément. Donc, le doute, je laisse donc mes fourmis sur le toit. Une autre explication que j'imagine possible au fait que j'ai peu de frelons asiatiques, c'est que je suis sur 7 hectares en bio, dont une partie en friche avec beaucoup d'insectes et que les frelons trouvent peut-être suffisamment d'apports alimentaires par ailleurs pour ne pas avoir attaqué les ruches pour survivre. Je suis persuadé que plus il y a de ressources de nourriture potentielles autour d'un nid de frelons asiatiques, et moins il a besoin de s'attaquer aux ruches pour survivre. Cependant, à l'automne 2024, donc l'année dernière, j'ai eu pour la première fois des frelons qui attaquaient mes ruches et j'ai pu essayer divers moyens pour lutter contre ce fléau. J'ai moi-même construit des prototypes et trouvé des astuces efficaces à réaliser soi-même pour essayer de diminuer la prédation en vol stationnaire en gênant le frelon dans cette activité avec des résultats positifs comme nous le verrons. Depuis, j'ai travaillé aussi sur le piégeage des frelons en essayant d'améliorer les pièges que l'on trouve dans le commerce pour les rendre notamment plus sélectifs et efficaces à moindre coût. Pour construire ce chapitre, j'ai utilisé surtout Wikipédia et le site d'Éric Darouzé, biologiste spécialiste du frelon asiatique. Mais j'ai aussi pris des informations sur le site du GDSA, notamment une conférence sur le frelon asiatique en webinaire donnée par le GDSA début 2025. Originaire d'Asie, le frelon asiatique, appelé Vespa velutina, introduit accidentellement en France en 2004, s'est très vite répandu dans presque toute la France et maintenant dans plusieurs pays européens limitrophes. Les reines fondatrices mesurent 3,2 cm de long et ont une espérance de vie d'1 an. Nées et fécondées à l'automne, elles passent l'hiver à l'abri du froid dans une infructuosité d'un mur ou en s'enfonçant dans le sol. Dès que la température monte au-dessus de 14-15 degrés pendant plusieurs jours, à partir de février ou même plus tôt dans le sud, elle sort de sa cache et fonde rapidement une colonie en construisant elle-même la borse du nid dit primaire. Au début, elle pond un œuf par jour. Tant qu'il n'y a pas assez d'ouvrières, la reine est obligée de nourrir elle-même les larves et de bâtir le nid. Quand la colonie est assez forte, la reine ne sort plus, les ouvrières prenant le relais pour s'occuper du nid, et du coup la reine peut aller jusqu'à pondre jusqu'à 5 œufs par jour au plus fort de ses capacités. Comme il faut 45 jours en moyenne pour qu'un œuf se transforme en ouvrière, on peut considérer qu'à partir de la fin avril, il n'y a plus de mère fondatrice à piéger. C'est donc de février au 15 mai maximum dans le sud de la France qu'il faut piéger les fondatrices. Après, cela devient inutile et porte atteinte à la biodiversité si le piégeage n'est pas assez sélectif. Quand la colonie atteint environ 200 individus, le nid primaire est abandonné par les frelons pour aller construire un nid secondaire beaucoup plus gros. Les nids, en cellulose, souvent perchés dans les arbres à l'air libre et rarement dans des infructuosités, contrairement aux frelons européens,
Grossissent progressivement et peuvent faire jusqu'à 1 mètre de haut et 60 à 80 cm de diamètre. Une colonie de frelons à son optimum contient en permanence jusqu'à 2000 individus et on estime qu'une reine peut pondre au total jusqu'à 10 à 13 000 individus sur l'année. À l'automne, la colonie se met à élever des mâles et de futures mères fondatrices, jusqu'à 500 par nid, qui après leur fécondation cherchent une cachette pour passer l'hiver en diapause, métabolisme au ralenti, d'où l'expansion exponentielle de ce prédateur. Les frelons se nourrissent de fruits mais surtout d'insectes qui leur fournissent des protéines pour élever les larves. Sur l'année, il faut environ 11 kg d'insectes prédateurs au total, de février à novembre, pour le développement d'une colonie. Les ouvrières, femelles non fécondées, mesurent de 1,5 cm à 3 cm et ont une durée de vie moyenne de 5 semaines. Leur rayon d'action est en moyenne de 750 mètres, mais les frelons peuvent aller jusqu'à 2 km à vol d'oiseau. Les frelons sont dangereux car ils ont un dard de 3 à 4 mm de long et leur piqûre, équivalente à celle du frelon européen, est bien plus douloureuse que celle d'une guêpe ou d'une abeille. Son long dard lui permet de traverser une épaisse couche de vêtements et donc des protections classiques des apiculteurs ne suffisent pas. Il existe des combinaisons spéciales et renforcées pour s'en protéger efficacement. Ils défendent farouchement leur nid, sortant jusqu'à plusieurs centaines à la fois et poursuivant un intrus jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Pour se défendre, il est aussi capable de projeter du liquide fécal très acide dans les yeux, comme beaucoup de coléoptères d'ailleurs. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection pour capturer un frelon vivant. À partir de la mi-juillet, les frelons, et même parfois plus tôt, commencent à s'attaquer aux ruches. Le frelon est capable de faire un vol stationnaire devant la planche d'envol et d'attraper les abeilles au vol, plutôt celles qui reviennent à la ruche, alourdies de nectar et ou de pollen et ralentissant fortement avant de se poser. Après l'avoir attrapé, le frelon se pose et décapite l'abeille, ne gardant que le thorax plein de muscles, donc riche en protéines, pour nourrir les larves. Cette prédation a deux conséquences principales. Premièrement, cela peut gravement porter atteinte à la population d'abeilles, car un seul frelon peut attraper de 2 à 5 abeilles par jour et jusqu'à 50 abeilles au total durant sa vie. Deuxièmement, si les frelons sont nombreux à faire du vol stationnaire devant l'entrée, les abeilles se stressent et se tétanisent, ayant peur de s'envoler et l'activité de la ruche chute drastiquement. Les abeilles sortant quand même sont pour la plupart attrapées par les frelons. Du coup, il y a moins de rentrée de nectar et de pollen, ce qui peut amener la reine à s'arrêter de pondre et en conséquence la ruche peut péricliter encore plus rapidement. Si la pression des frelons est vraiment très forte, il peut y avoir même désertion des ruches. C'est ce qui explique que l'on peut maintenant avoir des essaims, en général petits, en septembre et même en octobre, comme j'en ai capturé un en 2023, le 10 octobre. Comme nous allons le voir dans la suite de cette vidéo, il existe plein de moyens pour lutter contre le frelon asiatique. S'il n'y a pas de solution miracle pour le moment, on peut quand même limiter les dégâts de ce prédateur et aussi tenter de limiter sa prolifération. Mais il faut pour cela intervenir toute l'année, dès fin février, d'abord en essayant de capturer les fondatrices avant qu'elles ne restent au nid. Puis, dès les premières attaques au rucher, il faut essayer de gêner le vol stationnaire, protéger les entrées, éloigner les frelons, les piéger en grand nombre, et pour finir à l'automne, essayer de piéger les futures reines avant qu'elles ne se cachent pour y hiberner. La technique du cheval de Troie. Cette technique consiste à donner à manger aux frelons une proie ou un aliment, comme du filet de poisson, contenant un produit toxique, mais à efficacité retardée. Les frelons contaminés retourneraient à leur nid où se répandrait le produit, tuant en principe petit à petit la colonie. On peut ainsi déposer du fipronil, interdit depuis 2004, sur le thorax d'un frelon, qui retournerait contaminer le nid. Le problème est que l'efficacité de ce procédé n'a jamais été démontrée et vu les problèmes environnementaux qui peuvent en découler, ces méthodes sont actuellement interdites. En effet, le frelon européen et les guêpes mangent de la viande et seraient victimes de ces procédés. Ce moyen est donc à proscrire définitivement puisqu'en plus, même si on tuait tous les frelons d'un nid, celui-ci se ferait piller par des abeilles, des guêpes ou des frelons européens, ou des oiseaux, comme les mésanges, qui pourraient mourir de ce produit. La destruction des nids. Le premier moyen et le plus efficace de lutter contre ce prédateur, c'est de détruire ces nids. Attention, comme déjà décrit plus haut, la combinaison d'apiculteurs n'est
pas assez épaisse pour se prémunir des piqûres. Il vaut mieux se tourner vers un spécialiste qui ne fait que cela. On peut détruire les nids primaires à la nuit avec l'utilisation d'une bombe à frelons, puis le brûler, à condition qu'il ne soit pas déjà trop gros. La destruction d'un nid secondaire se fait dans la plupart des cas par l'injection d'un puissant insecticide grâce à une perche ou un drone et un insufflateur. On utilise actuellement surtout des purettes naturelles. On peut utiliser aussi des insufflateurs de vapeur d'eau, très chaude, moins polluantes pour l'environnement. Par contre, le tir au fusil ou le paintball sont la plupart du temps inefficaces. Malheureusement, la destruction des nids ne suffit pas, car il est très difficile de les localiser. Tant qu'il n'y a pas de frelons, il est absolument inutile et même contre-productif, au premier sens du terme, de mettre des muselières. À la sortie de l'hivernage, dès que les abeilles sont nombreuses à s'activer, ouvrir complètement l'entrée sur toute la largeur et la laisser ainsi jusqu'à la fin de la récolte pour leur faciliter le travail. Il est important à l'automne de mettre des entrées au format qui ne permet pas aux frelons asiatiques de rentrer dans la ruche, de façon que la ruche ne puisse pas être pillée par énormément de frelons asiatiques à la fois. Quand l'activité devient très réduite, il ne faut laisser qu'un petit passage de 1 à 3 cm et occulter l'entrée pour préparer éventuellement l'hivernage artificiel. À ce sujet, voir le site. La première chose à faire, c'est d'essayer de piéger les fondatrices à leur sortie de l'hivernage. Même si les fondatrices se battent entre elles pour préserver leur territoire, il en reste suffisamment pour créer beaucoup de nids et donc les piéger est très important. Un piégeage de printemps de grande ampleur et trop long dans le temps est problématique car ces piégeages peuvent nuire gravement aux autres espèces d'insectes en capturant les fondatrices de ces espèces. C'est pourquoi il faut limiter le nombre de pièges et la durée du piégeage, surtout si les pièges ne sont pas sélectifs. Personnellement, je mets 3 pièges sur 7 hectares et cette année, par exemple, j'ai pris environ une vingtaine de mères au total entre fin février et début mai. Il existe dans le commerce des pièges très sélectifs, mais la plupart sont très onéreux et l'on ne peut pas se contenter d'un seul piège pour éliminer les fondatrices. Un piège assez sélectif est le piège à nasse miniaturisé, mais je n'en suis pas partisan a priori, car les frelons restent vivants et je suis persuadé, peut-être à tort, que si l'on prend une première mère, que les phéromones qu'elle dégage risquent de décourager l'approche d'autres fondatrices. Par contre, le piège à nasse s'avère efficace l'été contre les frelons, comme nous le verrons plus loin. Les pièges fabriqués avec des bouteilles de plastique avec le goulot renversé sont efficaces, mais absolument pas sélectifs, donc il ne faut pas les utiliser telles quelles. On peut essayer de les rendre plus sélectifs, il y a plein d'exemples sur internet, et c'est malheureusement souvent au détriment de l'efficacité, donc ces pièges ne sont pas intéressants a priori pour moi. Après une semaine de pose de ce piège, je n'ai pris qu'un frelon dans ce piège, que je pensais peut-être sélectif, alors que l'on voit il y a quand même beaucoup de mouches et de guêpes dans le piège. Par contre, comme j'arrivais pas à prendre de frelons, ou très peu, je me suis dit que peut-être que la sauce n'était pas bonne, donc j'ai remis un piège normal, habituel, très utilisé, qui n'est absolument pas sélectif, et qui est un piège à guêpes en fait. Et là, au bout de 2 jours, en fait, il y a eu beaucoup de frelons qui sont venus, des Asiatiques, comme on le voit, des Asiatiques et des Européens. Et bon, c'est pas sélectif, mais au moins ça fait du ravage chez le frelon. Pour essayer d'augmenter la sélectivité du piège, j'ai percé beaucoup plus le chapeau, avec des trous de 5 mm. À l'endroit où j'avais mis les films de support pour les insectes puissent sortir facilement, j'ai repercé 2 trous à la limite du support pour les aider à sortir. Voilà. Et donc ça marche pas mal apparemment quand même, ça marche mieux, la sélectivité est meilleure. Là ça fait une semaine que j'ai reposé le piège. On voit que là il y a quelques mères que j'ai pris, il y a 3-4 mères et très peu d'insectes.
par rapport à l'autre piège qui n'a pas été transformé, où il y a beaucoup plus d'insectes et des frelons, dont certainement une mère de frelons européens, comme on voit là, très grosse. Donc la sélectivité est meilleure en passant plus de trous. Et je vais bientôt arrêter le piégeage, parce que maintenant, ce qu'on va prendre, ce sera uniquement des ouvrières, parce que les reines auront élevé un certain nombre d'ouvrières, elles ne sortiront plus du nid, donc c'est plus la peine de piéger, et ça évitera de prendre des insectes et de détruire une partie des insectes inutilement, autres que les frelons. Donc voilà, j'ai collé les 3 fragments de radiographie à l'emplacement qui ne gênera pas pour la fermeture et l'ouverture du piège. Où poser les pièges? Au printemps, les frelons sont attirés par le nectar des fleurs et capturent les pollinisateurs en train de butiner. Donc il faut mettre les pièges là où il y a une mielée. On peut les mettre aussi près du rucher, dont l'odeur peut attirer les fondatrices, près des bâtiments ou dans les bâtiments ouverts où elles cherchent la possibilité de s'installer, et près des endroits où se trouvait un ancien nid. On peut tuer soi-même les frelons avec une raquette électrique ou de badminton. C'est très efficace, mais malheureusement très chronophage. On peut faire aussi une protection passive des ruches en utilisant des muselières ou des filets. La muselière, fait en grillage à la taille des abeilles, permet de diminuer le stress des abeilles à l'entrée et donne une bonne chose a priori, en évitant donc que les frelons viennent trop près de l'entrée. Mais il n'empêche absolument pas la prédation en vol stationnaire et le facilite même, car le grillage, ici un filet, oblige les abeilles à ralentir près de l'entrée, facilitant ainsi leur capture par le frelon. C'est pourquoi, personnellement, je n'utilise pas de muselière, quel que soit le format de celle-ci. La muselière à tube permet une sortie et une rentrée plus rapide des abeilles, limitant un peu la prédation à condition de ne pas y mettre de grille qui ralentirait les abeilles et faciliterait leur capture par les frelons. J'ai fait moi-même un piège de ce type pour vérifier l'efficacité de ce dispositif en faisant des comptages précis sur le nombre d'abeilles capturées. J'avais essayé de faire une entrée par devant pour faire entrer le soleil, mais en fait, les abeilles ont tendance à vouloir rentrer par là, parce que c'est à la hauteur de la ruche d'habitude, et donc ce n'est pas une bonne option. Je vais refermer cet endroit, ce faux passage, disons, qui est juste bon pour la lumière, mais pas pour les abeilles. J'ai mis 2 tubes assez écartés pour augmenter la surface d'entrée des abeilles et essayer de diminuer la probabilité de rencontre entre les frelons et les abeilles à la sortie de la ruche. À sa mise en place sur une de mes ruches le 1er octobre 2025, les abeilles étaient perturbées mais s'y sont habituées au bout de quelques jours. Au 4e jour de pause, on voit que les frelons se sont mis à faire le vol stationnaire à proximité des tuyaux. Les abeilles ne sont pas encore complètement habituées à cette muselière et virevoltent avant de pénétrer dans celui-ci. Par contre, elles en sortent très rapidement, ce qui rend pratiquement impossible la capture par les frelons dans ce sens. C'est pourquoi je ne les comptabilise pas pour les calculs de l'efficacité du système. En 30 minutes, j'ai compté 3 abeilles capturées avec une faible activité des abeilles, d'en moyenne 5 abeilles par minute rentrant dans la ruche, donc environ 150 butineuses entrant dans la ruche en une demi-heure. Le pourcentage d'abeilles prises a donc été de 2 abeilles pour 100 abeilles revenant à la ruche. Comme le pourcentage d'abeilles capturées pour mes 3 ruches quand il n'y a pas de système pour gêner les frelons est en moyenne de 5%, on voit que déjà au 4e jour, il y a environ 2,5 fois moins d'abeilles capturées grâce à la présence de ce système. Voir le détail des calculs dans la 2e vidéo que j'ai faite sur le frelon asiatique. J'ai déplacé le système sur la ruche numéro 4 qui a beaucoup plus d'activité pour voir l'impact qu'aurait ce système sur la prédation du frelon sur une ruche plus forte. Au 7e jour de pause, sur cette nouvelle ruche, les abeilles rentrent avec moins d'hésitation et plus rapidement
et comme pour la ruche précédente, les abeilles qui sortent ne sont pratiquement jamais attrapées vu leur vitesse de sortie. Les frelons en attrapent quand même au vol stationnaire, mais moins que s'il n'y avait pas d'appareillage. En effet, j'ai comptabilisé 7 abeilles capturées en 30 minutes pour une activité de 10 abeilles à la minute, soit un pourcentage de 2,3% d'abeilles capturées sur 100 abeilles qui rentrent. Ce qui confirme, tout du moins pour mes ruches, qu'avec ce système, on divise le nombre de captures d'environ de plus de la moitié. Ceci serait à confirmer sur plus de ruches évidemment. Ayant retourné mes ruches vers le nord par la suite pour commencer l'arrivage artificiel, j'ai dû arrêter là pour 2025 toute étude de ce type sur mes ruches. Pour qu'un filet soit efficace, il faut qu'il entoure complètement les ruches, que les mailles soient de 5 mm pour empêcher le frelon de passer, et que le filet soit au moins à 1 mètre du devant des ruches. Nous reverrons l'exemple lors du passage sur les arbres électriques. Quand arrive l'été, les frelons sont de plus en plus nombreux et il est important d'essayer d'en prendre le plus possible tant qu'il y en a, jusqu'en novembre et même décembre, pour essayer de prendre non seulement les ouvrières, mais aussi les futures mères et ainsi que les mâles. Les pièges à nasse sont efficaces puisque dès que les premières ouvrières sont capturées, elles dégagent des phéromones d'alarme qui attirent les autres frelons à la rescousse. Les frelons s'y accumulent et meurent de faim. Pour que le piège soit sélectif, l'appât ne doit pas être excessif directement, même aux plus petits insectes. J'ai fait moi-même un piège de ce type à partir d'une hausse dans laquelle j'ai fait un compartiment séparé par un grillage très fin pour y mettre l'appât et qu'ainsi aucun insecte ne se noie dedans. J'ai incorporé 2 entrées sélectives à frelons que l'on trouve dans le commerce, mais on peut les remplacer sans problème par des goulots de bouteilles de plastique en forant un trou de 7 mm dans le bouchon. Il faut alors mettre une grille à reine sur le dessus pour que les insectes indésirés puissent ressortir sans problème. Je pensais qu'en mettant le piège sous une ruche, les frelons, qui ont l'habitude de faire le tour des colonies, allaient se précipiter en grand nombre dans le piège attiré par l'odeur de l'appât. Malheureusement, au bout de 7 jours, je n'avais pris en fait qu'une dizaine de frelons, alors que j'en prenais plus avec mes pièges à guêpes améliorés posés sur le toit de la ruche. J'en ai conclu, et je connais d'autres apiculteurs qui ont fait la même constatation, que tant qu'il y avait beaucoup d'activité des abeilles, les frelons venus sur les colonies n'étaient pas intéressés par d'autres sources de nourriture. Du coup, le même jour, j'ai éloigné le piège d'une vingtaine de mètres des ruches, en le posant sur un corps de ruche vide pour voir si je prendrais plus de frelons en enlevant le piège du rucher. Au bout de 10 jours, j'avais une trentaine de frelons de capturés, mais donc pas vraiment beaucoup plus que quand il était passé sous la colonie habitée. Par contre, vu leur taille, je pense que c'était de futures mères sans en être certain. Celles-ci, ne recherchant pas forcément des protéines, se laissent peut-être plus facilement prendre à ce genre de piège. Pour essayer de prendre encore plus de frelons, j'ai amené le piège près d'un conassier du Japon, qui est très apprécié des frelons. Ce fruitier est très mellifère et on y trouve aussi bien des abeilles que des bourdons, qui sont en fait une variété d'abeilles sauvages. Et pour augmenter l'attractivité du piège, je fais carrément un versement direct sur le sol de sirop. Ça va augmenter évidemment l'évaporation et donc ça va attirer, j'espère, plus de frelons. Mais au bout de 4 jours, malheureusement, je n'avais pris que 3 frelons, mais toujours de grande taille cependant. J'ai fait un dernier essai en changeant d'appât et en mettant des poissons qui en principe attirent beaucoup les frelons pour les protéines contenues dans leur chair. Mais comme au bout de 3 jours, je n'avais rien pris du tout, j'ai arrêté là les essais sur ce type de piège et je l'ai remis dans le rucher en espérant prendre plus de frelons quand mes ruches tournées vers le nord auront cessé toute activité. La sélectivité des pièges n'est plus aussi importante à l'automne car les insectes se sont déjà reproduits et donc on porte moins atteinte alors à la biodiversité. Je ressors donc mes pièges à guêpes améliorés. Cependant, je ne les place qu'à la fin septembre car il se prend quand même trop de papillons avant.
En mars-avril, ce n'est pas un problème quand on piège les futures reines, car il y a peu de papillons à ce moment-là. Pour augmenter son efficacité, dans un premier temps, je capturais un frelon vivant que je mettais dans une cage sous le couvercle du piège à guêpes afin qu'il reste vivant et appelle ses congénères. Mais il ne restait malheureusement vivant que 3 à 4 jours. Aussi, j'ai agrandi les supports à insectes faits en film de radio afin que les frelons puissent se poser et rester vivants assez longtemps. Du coup, ces pièges se sont montrés plus performants que le piège à nas, comme je l'ai déjà dit plus haut. Je laisse ces pièges le plus longtemps possible jusqu'en décembre pour essayer de prendre le maximum de futures mères. J'en place 2 dans le rucher sur les ruches. Et j'en mets un dans mon hangar où j'ai pris déjà, vu la grosseur des frelons qui y sont capturés, du début septembre au 20 octobre de cette année, une quarantaine de reines peut-être qui cherchaient, avant de s'enfuir pour l'hiver, je suppose, un emplacement pour leur futur nid primaire. Dans le hangar, je prends peu de papillons par rapport au rucher qui est en plein bois, c'est pourquoi je mets le piège plus tôt. La harpe électrique est un moyen très efficace pour détruire les frelons. Les frelons s'électrocutent en touchant les fils des harpes qui présentent une forte différence de potentiel électrique. Les harpes doivent être au niveau des planches en vol. Les frelons électrocutés tombent, mais ne meurent pas pour la majorité tout de suite. C'est pourquoi il faut mettre, en dessous de la harpe, un récipient à bord lisse rempli d'eau dans lequel les frelons vont mourir noyés. Ce dispositif revient cher si on n'est pas un bon bricoleur, car si l'on a pas mal de ruches, il faut plusieurs harpes. Il faut compter une harpe pour 5 à 10 ruches. On peut acheter des harpes complètes avec l'électronique sur internet, mais il faut compter ajouter des batteries et éventuellement des petits panneaux solaires pour les recharger. Les fils sont espacés de 25 mm. L'abeille ayant environ 23 mm d'envergure passe sans s'électrocuter, alors que le frelon, avec 30 à 40 mm d'envergure, touche les 2 fils en même temps et est foudroyé par le courant. Harpe seule. Si on utilise des harpes seules, sans filet, il faut les placer plutôt perpendiculairement par rapport à l'entrée pour moins gêner les abeilles. La harpe peut être positionnée derrière les ruches, quasi accolée à celle-ci. Vous pouvez aussi positionner des harpes à chaque bout du rucher, mais toujours perpendiculairement aux ruches. Les frelons font souvent le tour des ruches et donc ils passeront à travers la harpe. Pour plus d'efficacité, on peut utiliser les harpes et mettre en même temps des filets. Entourez là où les ruches accolées du filet de type anti-grêle de 5 mm de maille et laissez un passage avec une ou plusieurs harpes côte à côte, ce coup-ci parallèles aux entrées. Voilà, alors en fait, les harpes, je les utilise de 2 manières. C'est d'une part en muselière, donc ça c'est la série des 4 harpes qui sont devant, c'est une muselière. Voilà, donc j'utilise en muselière et ensuite par-dessus, je mets du filet, c'est du filet anti-grêle et ça fait que les abeilles sont totalement isolées et ne sont pas du tout stressées parce que les frelons, il y a des frelons qui rentrent, mais les frelons qui rentrent, ils cherchent à sortir parce qu'ils se sont fait électrocuter au passage et ils ne sortent pas et en fait ils meurent, ils restent des heures et des heures. Voilà, donc là les frelons ils attendent que les abeilles sortent de ce côté parce qu'il y en a pas mal qui passent au travers du filet. Et bon, ceux-là, ils arrivent à récupérer des abeilles et ils repartent avec. Quand ils rentrent, et bien voilà, justement, voilà ici, toute une série de frelons qui sont à l'intérieur. Ils rentrent, mais ils n'embêtent pas les abeilles parce qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est sortir. Les vidéos sur les larpes ont été tournées chez Jean Belluc, apiculteur d'Haute-Garonne et électronicien qui construit ses harpes lui-même. Sur son site, le rucher du 2 bis, vous pourrez trouver des plans et des notices qu'il met à disposition gratuitement pour construire de A à Z une harpe électronique et tout son équipement électronique dont elle dépend. Les autres liens m'ont été fournis par des apiculteurs qui ont participé à l'expérimentation sur l'hivernage artificiel des ruches. Vous trouverez tous ces liens directement dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. En conclusion de ce chapitre, je dirais qu'il faut avant tout détruire les nids, car c'est indispensable et c'est le meilleur moyen de lutte contre le frelon en fait. Il faut gérer les entrées des ruches en les réduisant, mais seulement qu'à l'arrivée des frelons. Il faut prescrire les pièges non sélectifs qui mettent en danger la biodiversité, et aussi piéger peu et pas longtemps au printemps pour la même raison.
Je pense qu'il vaut mieux ne pas utiliser les muselières d'entrée qui facilitent en fait la prédation en vol stationnaire. Avec la muselière à tuyau, on arrive à avoir au moins 2 fois moins de prédation. On peut mettre des filets autour des ruches, mais en les plaçant au moins à 1 mètre de celles-ci, surtout sur le devant des ruches. Le piège à nasse, qui est très sélectif, n'est vraiment efficace dans les ruchers qu'après la fin de l'activité des abeilles, donc ne permet pas réellement de lutter contre la prédation du frelon, mais est à utiliser quand même pour essayer de prendre le maximum de futures reines et de mâles jusqu'en décembre sans toucher à la biodiversité. Les harpes électriques sont le meilleur moyen de détruire un maximum de frelons autour des ruches, mais pour ma part, pour les petits ruchers comme le mien, je préfère utiliser le piège à guêpes amélioré comme je l'ai décrit pour augmenter sa sélectivité et son efficacité. Dans la deuxième partie, je parlerai des prototypes que j'ai inventés et testés pour essayer d'empêcher le vol stationnaire des frelons. Prototypes qui ont montré leur efficacité et que l'on peut construire soi-même à peu de frais. Je parlerai aussi d'autres astuces que l'on peut mettre en pratique facilement pour diminuer la prédation en vol stationnaire.